Dr Bourgois et Dr Lahut, surtout pour Dr Bourgois, cette notion de victimisation. On a l'impression qu'actuellement, les gens en font tout. Attends, ils ne font pas tout. Ils entrent dans un système, ils veulent être guéris. Et de plus en plus, on a l'impression de ne pas voir la réalité des choses. Dans l'étude que vous avez présentée, 10% des malades ont un effet indésirable et 20% en meurent. C'est-à-dire qu'il y a 2 malades sur 100 qui entrent à l'hôpital de Monastir et qui meurent par autre chose que leur maladie. Attends, il faut chercher l'assassin. Il y a un assassin à l'hôpital, 2 malades sur 100. C'est énorme. Et puis, vous ne voulez pas que les gens se victimisent. On parle de pression médiatique. Attends, moi, je suis déjà choqué par le chiffre. De dire les gens qui ne connaissent pas ce que c'est que l'organisation des différents intervenants dans un processus de soins. Et puis on parle d'aléas thérapeutiques comme pour dire que nous, on a fait ce qu'il fallait. Oui, je vous raconte, il y a 15 jours, il y a eu une plainte contre pour un effet indésirable post-opératoire. C'est un malade coronarien qui a fait une insuffisance coronarienne post-opératoire. Et dans une proportion, c'est une complication assez attendue de part de ce malade-là. Évidemment, le malade est rentré pour se faire opérer d'un petit truc et il se retrouve en réanimation pendant 15 jours. Évidemment, la famille a pu etc. Donc on va voir ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de dysfonction majeure dans la conduite des soins par des médecins, contre le médecin anesthésiste ou le médecin ou celui qui devait l'opérer. Mais finalement, en regardant ce qu'on a demandé à ce patient, ce qu'on a fait subir à ce patient, il est en réprimé, il a été extincté. Les coronariens connus, on lui demande d'apporter une lettre de son cardiologue. Il rentre à réprimé, il va à son cardiologue je crois, je ne sais où, il apporte un rapport détaillé de l'état de son insuffisance coronarienne. Il revient à Tunis, donc on lui dit de venir tel jour à Jean. Donc le gars, il est sous état bloquant, je crois, sous IEC, sous diurétique, et il est diabétique aussi. Donc on lui dit de rester à Jean, venir à Jean. Et comme il doit partir à Tunis, donc 8h du soir, il va dîner, il va dormir, se réveille à 5h du matin, prendre tous ses médicaments, parce qu'il a bien vu de prendre tous ses médicaments, IEC, bêta bloquant, etc. Il a bien fait. Il vient à Tunis. Donc, il fait 400 km, il vient à Tunis, il est admis à la clinique, et puis il se fait opérer l'après-midi par un AVC. Entre au bloc à 14h. Il se fait endormir à 15h, on fait endormir. On lui fait un bloc, et puis, pour accompagner le bloc, on lui donne des produits qui font baisser la tension, et puis on lui met tout se passe bien. A priori, il n'y a pas dans la conduite des soins, il n'y a pas de grosse dysfonction. Mais ce patient-là, qui a 85 ans, qui est sous IEC, qui est sous diurétique, qui est diabétique, on laisse un jeun, nous on lui a demandé 6 heures de jeûne, mais il ne peut pas faire autrement. Il a passé 14 heures, 18 heures de jeûne. Il a pris des médicaments. Il était en hypovolémie relative. Et puis il attend son tour pour arriver au bloc opératoire, parce que le docteur n'arrive que l'après-midi. Il arrive tard. Et puis il attend son tour pour se faire opérer. Et puis on lui donne des médicaments, alors qu'il était en hypovolémie manifeste, on lui donne encore des médicaments. On ne sait pas après pourquoi il fait une insuffisance coronarienne. Donc, ce système, cette organisation du circuit de soins, c'est soit qu'on se dit qu'on va s'y mettre, qu'on va réellement voir les différentes étapes de ces circuits de soins. On va mettre des indicateurs pour surveiller chaque étape de soins. On va donner son importance à chaque étape de soins, sinon après on parle de victimisation ou d'aléas thérapeutiques. S'il n'y a plus d'aléas thérapeutiques, le médecin, sa compétence propre avec le développement technologique et le développement de la formation, c'est surtout, actuellement, pour ce qui est des effets indésirables, c'est surtout un problème d'organisation. Voilà. Après, il y a une question.
voudrais clarifier ce que je viens de dire, parce que j'ai bien insisté sur le fait que les événements indésirables représentent une véritable réalité, notamment dans les pays industrialisés, que dire de notre pays et des pays en développement. Donc j'ai bien insisté sur ce point, mais dire victimisation et rechercher le risque zéro, il a été démontré partout dans le monde que le risque zéro dans le domaine de la santé n'existe pas. Ce que je disais, et toujours, mais vous m'avez un petit peu pressé lors de ma présentation, c'est que partout dans le monde, je ne suis pas inquiet par rapport à la crainte, disons, motivée par les médias, ni par rapport aux plaintes qui sont déposées par les patients, parce que partout dans le monde, les pays développés, c'est à partir de cela, à partir de ces plaintes, c'est à partir de la médiatisation de ces, disons, complications associées aux soins que les démarches de gestion des risques ont été mises en place. Mais de toute façon, il a été aussi démontré que le risque zéro n'existe pas. Et si je reviens à l'étude de Monastir, qui a été menée par nos collègues dans cet hôpital, ils ont démontré que 60%, à travers une analyse systématique de ces événements, 60% de ces événements ont été jugés évitables. Et donc, si on disait qu'ils étaient jugés évitables, c'est-à-dire qu'il y a quelque part une erreur qui s'est glissée dans le système qui était à l'origine de ces événements. Et donc, que dire des autres 40%? C'est en rapport, évidemment, avec ce qu'on appelle la liaison thérapeutique. C'est ce qu'ils ont conclu dans leur travail. Par rapport à notre travail, on n'a pas pu mener ni l'étude d'évitabilité, ni l'analyse des causes sous-jacentes pour les raisons que vous connaissez, notamment la culture qu'on a à l'échelle de l'hôpital et à l'échelle de notre pays, de toute façon. C'est pointer les gens et dire que ce service a plus d'erreurs et cette erreur est due à l'administration d'un soin, c'est pas toujours évident. Et nous sommes là aujourd'hui pour développer cette culture de sécurité, qu'elle devrait être partagée entre nous tous, pour aller en profondeur. On ne devrait plus s'attarder à pointer les gens et dire c'est le médecin, c'est l'infirmier, c'est l'ouvrière qui était à la cause de cette erreur. C'est plutôt des systèmes, et si on analyse ces systèmes, évidemment, on pourrait éviter la survenue et la récurrence de ces événements. Excusez-moi, je vous remercie pour votre intervention. Mais pour récapituler la victimisation en 2 mots, soyez un malade avant d'aller en fait faire la gestion des risques. Quand je suis une femme, j'accouche, je perds mon bébé, est-ce que vous pensez que l'argent compte? Est-ce que c'est les assurances qui vont me ramener mon fils, mon bébé? Non. En fait, il faut comprendre, ce concept de gestion des risques est basé sur ça. C'est-à-dire, le malade, quand il n'est pas informé, quand on ne lui explique pas ce qui s'est passé, forcément il va vous attaquer en justice. Donc la victimisation est juste dans ces conditions-là. Ce qui cherche le malade, c'est pas de récupérer l'argent, c'est pas de punir le médecin, il veut d'abord qu'on informe et ensuite que ça ne se répète pas. Et quand on arrive à faire ça, ce qui est d'ailleurs ce qui se fait, donc d'ailleurs dans votre présentation c'est mentionné, plus on met des systèmes pour informer le malade, d'ailleurs c'est une obligation en France. Quand il y a un accident, dans les 15 jours qui surviennent l'accident, donc l'hôpital a 15 jours pour informer le malade ou sa famille de l'accident. C'est une obligation, sinon c'est même pas, c'est pénal, c'est-à-dire la prison, l'information. Et puis, tout le dispositif qu'on est en train de mettre avec la gestion des risques, qui consiste à éviter que cet accident se répète sur d'autres malades. Voilà, donc on récapitule ça et je vous laisse la parole. Merci. Il y a l'autre après. Il y a madame. Il y a madame. Attendez, ah, il y a madame. Bonjour, docteur Bouscaïman, professeur agrégé de médecine pareil. Je remercie les orateurs et particulièrement mon ami Léa Marc. Je vais intervenir beaucoup plus autant qu'ergonome qu'autant que médecin de travail. Je vais plutôt demander de faire une transition de la vision de la victimisation du patient vers l'empowerment du patient, c'est-à-dire faire participer le patient à cette question de sécurité. Finalement, la particularité de la médecine, c'est entre guillemets, vraiment c'est le terme, mais limite l'objet de travail de type de soins, c'est le patient en souffrance. Mais la question de sécurité, elle concerne tout d'abord ce patient, que, comme vient de dire M.
il est là à l'hôpital, à la demande de soins, qui devrait être de qualité et sécurisé. Donc je pense que l'idée dépend des patients, c'est-à-dire faire participer les patients à la question de sécurité. Sur un travail qui vient d'être publié, lorsqu'on informe plus de patients et on lui permet de détecter lui-même des effets indésirables liés aux soins, on arrive à augmenter l'évitabilité de ces accidents liés aux soins. Donc la place, elle est primordiale des patients dans le système de sécurité des soins. Et deuxièmement, on a beaucoup parlé des effets indésirables évitables ou non évitables, mais on a beaucoup moins parlé de comment on arrive à éviter, parce que ce qu'on voit en pourcentage sont certes alertants en termes de nombre d'accidents, mais il y a encore plus d'accidents qui ont été évités grâce à cette organisation qui est certes défectueuse, mais il y a dans les équipes de soins, et là j'attire l'attention à la question du collectif de soins qui permet de détecter au fur et à mesure sur ce que vous venez de présenter le GIS. Oui, on va vous remercier, on va en parler lors de la deuxième séance, ce qui nous permettra Juste une remarque sur la victimisation. Quand on a créé la SOGERES, on a pensé à cette chose et on s'est dit on va nous accuser de vouloir créer une société qui veut disculper le personnel soignant. Il y aura toujours des tribunaux, il y aura toujours des juges pour nous juger. On n'est pas là pour dire on n'est pas fautif. La faute est quelque chose de moral. Nous, on parle d'erreur et on essaie d'éviter. Donc, ce qu'on essaie de faire à travers la gestion des risques, c'est de diminuer ces erreurs et ces événements indésirables. Donc, la victimisation, quelque part, ne nous intéresse pas. Nous, on veut, c'est en termes de santé publique, diminuer ces événements indésirables. Une deuxième remarque, c'est, bon, la journée s'appelait complications médicales liées aux soins, mais dans le cadre de la sécurité et de la gestion des risques, c'est de parler le même langage. Donc quand on sortira d'ici, on parlera tous d'événements indésirables, on ne parlera plus de complications liées aux soins. Est-ce que je peux me permettre de poser une question? Qu'est-ce que vous pensez de la pertinence déjà posé sans chercher la répétition. Qu'est-ce que vous pensez de la pertinence du critère prolongation de l'hospitalisation? C'est un critère, je pense, qui est intéressant aux États-Unis, là où la journée compte, mais quand on le dit à la source, à mon avis, vous avez compté 570 jours de prolongation de l'hospitalisation. On sait quand même comment ça se passe dans nos hôpitaux. Est-ce que c'est vraiment un critère d'événement indésirable grave? Merci. Oui, c'est vrai, en fait, le critère de prolongation de la hospitalisation, il a fait pas mal de débats, même à l'échelle mondiale, parce que déjà, si on regarde les critères de gravité, logiquement, on ne peut pas mettre au même pied d'égalité prolongation de durée de séjour et décès, ni enjeu de pronostic vital, ni incapacité même. Donc déjà, il a été sujet de débat, même dans les pays industrialisés, mais je sais même aussi que je dans l'expérience de notre hôpital, ça a été très difficile de juger ce critère, et c'est pour cette raison, dans l'étude de Rachel de Sousse, on n'a pas pu identifier en termes de nombre de journées d'hospitalisation, parce que c'était très difficile à mettre en œuvre, parce qu'on a des patients qui viennent pour être opérés aujourd'hui, alors qu'ils vont être opérés dans une semaine pour d'autres raisons, entre autres ces organisations. Une dernière question. Juste en attendant qu'Amélico, pour la question de la durée de séjour, aux États-Unis, dans les années 80, on a déjà démontré que la réduction de la durée de séjour pour les complications liées aux soins augmente la charge de soins après la sortie de la structure après la sortie de l'hôpital. Donc c'est un critère qui reste toujours indéterminé. Voilà, merci. Madame, je suis professeure en santé et je m'occupe de la section anesthésie. Alors, dans ce concept de qualité des soins, je pense qu'il faut impliquer tous les intervenants. C'est-à-dire, évidemment, je parle de mon corps, qui n'est pas cité dans votre présentation, mais que je trouve très intéressant. On ne peut pas aboutir à une qualité de soins et une accréditation si les intervenants ne sont pas les médecins, les professionnels de santé, toutes spécialités confondues,
Et comme indicateur, ça sera le malade. Parce que pour évaluer notre démarche, il nous faut des indicateurs de qualité. Et donc, la qualité, ça sera notre demandeur de prestations qui est le malade. Alors, pour ceci, pour les professionnels de santé, il manque beaucoup là-dessus, beaucoup de travail à faire, dans la formation continue notamment, dans les protocoles qui devraient être élaborés, affichés dans chaque service et consignés et archivés dans des classeurs qui devraient être mis à la disposition de tous les professionnels. Et je trouve ça c'est important parce que sinon c'est une équipe et si un des maillons de la chaîne est défaillant, il n'y aura pas de qualité de soins. Je vous remercie et j'aimerais bien aussi ajouter une note à la demande, en fait, au travail qui a été fait par Dr. Aribi. Notamment, l'un des facteurs de risque, c'était en matière d'identitovigilance. Je confirme ça par mon passage lors de l'encadrement dans les blocs opératoires et les unités de soins intensifs. Et depuis 5 ans particulièrement, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, après la Révolution, on nomme plus les gens par leur nom. C'est un peu tunisifié, c'est Haj et Haj. Jusqu'à la dernière minute de l'intervention, on ne connaît pas son nom. J'ai crié fort, bien que je n'avais pas des études devant moi qui me prouvent que c'est un facteur de risque, et j'ai été cliché. Donc, stigmatisé dans le sens atteinte à ma croyance. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Pensez à tous les maillons de la chaîne, sinon je peux vous confirmer qu'on ne va pas aboutir à une qualité de soins. Merci. On a encore 5 minutes. À cause de l'état d'urgence, le traiteur est arrivé en retard. J'espère qu'il y a bon café. On passe. Donc, c'est Hélène Amestema, responsable qualité et accréditation. En fait, j'ai une question assez importante. Actuellement, il y a une crise nationale en santé, dans le domaine de la santé, et il y a une politique de réduction de coûts qui s'est instaurée, donc, ce qui va à l'encontre de la sécurité du patient. Donc, comment peut-on mettre en place une culture de sécurité dans un environnement pareil? C'est un souci majeur actuellement. Il y a une problématique entre la réduction du coût en elle-même, c'est pas une faille dans le système, hein, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le gaspillage. Donc, pas non plus... Non, c'est pas dans le sens du gaspillage, c'est réduction. En tout cas, prendre la question de réduction des coûts comme la recherche du gaspillage et éviter ce gaspillage. De toute façon, même les anglo-saxons et les américains en particulier, ils sont plutôt dans cette lutte contre le gaspillage. Donc on ne parle plus de réduction du coût, mais on parle beaucoup plus, c'est aussi un outil de communication, c'est de chercher le gaspillage et l'éviter. Et donc ça aussi, c'est une des missions de la qualité et de la sécurité du soin. C'est que ça peut coûter au début, ça peut coûter, hein, c'est un investissement. Vous investissez dans des grosses machines, des équipements, mais on n'investit pas dans l'organisation de travail, dans la formation continue, dans les ressources humaines en fait, hein, donc qui est, à mon avis, et je pense que nous partageons, et d'ailleurs je vois qu'il y a beaucoup de monde, et je vois qu'il y a l'intérêt à cette question de la gestion des risques et de sécurité du patient, donc c'est les ressources humaines, donc l'investissement c'est dans l'humain, la sécurité et la gestion des risques. Des pays qui n'ont peut-être pas les mêmes moyens que la Tunisie, en Afrique, en Asie notamment, au Cambodge. J'étais en Cambodge, j'étais surpris par la culture sécurité, parce que les Asiatiques en particulier, dans cette région, la Thaïlande, le Cambodge, ils investissent dans l'humain, c'est dans leur culture. Donc il faut aussi travailler sur l'humain. Donc il n'y a pas forcément du gaspillage. Au début, il y a l'investissement, mais le retour sur investissement est très très élevé dans les mois et dans les années après. Et on peut faire des conférences à ce sujet.
mais surtout, il ne faut pas penser qu'on pense qu'à l'argent, hein, donc oui, il y a l'investissement, il y a un coût, mais il y a aussi un retour sur l'investissement. Alors, avant de clôturer cette séance, je voudrais juste une petite réflexion, une petite question pour M. Lahib. Par rapport aux trois approches que vous avez présentées, c'est-à-dire l'approche pathologique, l'approche bureaucratique, générative, vous avez demandé où est la Tunisie, donc par rapport à quelle approche on se situe. Moi, d'après mon avis, actuellement on parle de plus en plus de culture de sécurité, de gestion de risque, même si on a beaucoup de retard par rapport à la France, par rapport aux autres pays. On a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années de retard. On a commencé à parler de gestion de risque. Et selon les établissements, selon qu'ils soient du secteur public ou privé, on a les trois couleurs d'approche. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? L'approche pathologique, c'est sûr qu'elle domine, mais on a l'approche bureaucratique et on commence à avoir l'approche générative. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, ma propre expérience en Tunisie, elle est modeste. J'ai travaillé dans 3 cliniques, donc je ne connais pas beaucoup de secteur hospitalier, mais l'expérience internationale confirme ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que dans un pays, il n'y a pas une approche générative, même aux États-Unis, hein, donc eux qui ont inventé ces concepts. On peut aller aux États-Unis dans des hôpitaux, on peut avoir des hôpitaux qui sont dans l'approche générative. Donc j'ai pris l'exemple du Hitchcock Hospital, comme on peut aller dans des hôpitaux, dans des petits bleds aux États-Unis, qui sont encore dans une période médiévale. Donc ça peut exister. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? C'est la culture, c'est la prise de conscience, c'est le leadership. C'est-à-dire, dans une clinique en Tunisie, il y a un leadership fort qui prend conscience de ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'humain, c'est-à-dire formation continue, et qui considère la sécurité et la qualité comme une priorité pour le développement de cette clinique, forcément. Et pas que dans une clinique, hein, ça peut être aussi dans un service d'un hôpital public. Hein, tout dépend du leadership. Donc le leadership est très important. Il y a des cours même en leadership pour ça. Donc je confirme ce que vous venez de dire. Merci, monsieur le docteur. Docteur Oudan Azegurok, vous avez étudié les problèmes organisationnels et on sait qu'au sein de l'hôpital, il y a 3 logiques qui sont la logique administrative et la logique médicale, la logique soignante. Donc, souvent, ils sont cloisonnés dans nos hôpitaux. Comment on peut promouvoir la communication entre ces 3 corps, c'est-à-dire surtout entre les médecins et le personnel par Il y a un principe général dans quand on analyse un processus, il faut faire participer tous les intervenants dans ce processus. C'est comme le cercle de qualité en éducation. Si on veut améliorer le devenir d'un truc qu'on crée, on va créer, là on va appliquer au processus de soins, tous ceux qui doivent analyser ce devenir indésirable doivent être des acteurs même du processus de soins. Je donne un exemple, on a fait des commissions en qualité dans le service de chirurgie de séjour, dans le service d'anesthésiologie, depuis 15 ans. Maintenant, on s'amuse, on fait la même chose. Il y a la commission qualité, quand on se réunit pour analyser les devenirs indésirables des malades. Toutes les catégories professionnelles sont présentes, y compris les ouvriers, les banquiers avant, tous doivent être présents. Parce que si on doit améliorer un processus et le laisser à la merci d'une dame qui structure qui peut occuper toute la machine, voici. Mohamed Chakir, médecin à l'Institut de santé et sécurité au travail. J'ai une question pour Monsieur le Président de la nouvelle société. Ça s'appelle la Société Tunisienne de gestion des risques en milieu de soins.
Et on sait que l'activité de soins fait intervenir deux intervenants, le personnel et le malade. Donc, une activité de soins, c'est une arme à double tranchant, auquel le personnel est lui-même la victime. Dans le programme, je vois le sujet de communication sont dirigés essentiellement pour le malade et le simple infirmier ou ouvrier auquel il est exposé au risque énorme. Alors, c'est tout à fait exact ce que vous rapportez, mais dans les comités de plainte, les comités de lutte contre les infections liées aux soins, on s'intéresse beaucoup à ce problème. Et on a eu d'ailleurs on a encadré une thèse d'une scientifique à la clinique dans laquelle je travaille, où on a eu à peu près ces statistiques et d'accidents d'exposition au sang qui intéressent le personnel. Et on a identifié les populations à risque. On a vu nos statistiques de patients immunisés à la clinique et on a établi des axes d'amélioration pour aller cibler les personnes les plus exposées le plus rapidement possible. Donc c'est des choses auxquelles on s'intéresse dans les cas. Bonjour, Dr. Arsène. Je voulais intervenir à deux niveaux essentiellement. Le premier, c'est vis-à-vis de la victimisation. Il faut savoir que nous, en tant que professionnels de la santé, on ne peut pas empêcher la société civile de s'organiser. Et là, il faut se mettre en mémoire qu'il y a une association qui défend les victimes d'accidents de soins, et elle est basée à Sousse, je crois, et actuellement, d'après mes informations, ils ont déjà 500 dossiers sous la main concernant les accidents et les incidents liés aux soins. Donc ça, ce n'est pas négligeable. Ça, ce n'est pas pour nous alerter, nous défendre, mais nous poser la question que quand même il y a un souci. Il faudrait que la profession se reprenne, se ressaisisse pour essayer de voir les choses en face et ne pas occulter ces événements-là. Il faut les gérer, il faut savoir les gérer. C'est vrai que, par exemple, si je prends... Pourquoi je parle de ça? Parce que le problème de qualité et sécurité des soins a été indexé par le ministère de la Santé dans le programme PACS. Le PACS, c'est un programme d'assistance pour la compétitivité des services. Alors, je trouve que c'est, excusez-moi le terme, c'est manquer de respect vis-à-vis de cet élément très important qui est la qualité et sécurité des soins. C'est vrai que la compétitivité passe par certains critères, mais on devrait prendre plus à sérieux ce phénomène de qualité et surtout sécurité des soins. Le plus important, c'est sécurité des soins. Donc, on devrait accorder plus d'attention dans les structures. La dernière date limite d'inscription à ce programme PACS était le 15 mai. Le programme a été instauré en 2013, donc on marche au ralenti. Il faut prendre ça au sérieux et s'engager réellement, ne pas mettre des choses sur le papier et laisser le temps tourner. Ça va à notre rencontre, la société civile ne nous rattrape pas, premier élément. Deuxième élément, dans les hôpitaux, il y a des structures qui existent, le CLIN, le comité pour lutter contre les infections au niveau des services de chirurgie ou des services à activité où il y a des actes agressifs, etc. Tout cela existe, mais quelle est leur puissance, quel est leur pouvoir décisionnel, etc. Alors qu'on sait très bien que dans les structures où on travaille, moi-même je travaille dans une structure où il y a des infections nosocomiales qui sont faramineuses. Et pourtant, il n'y a aucune décision, il n'y a aucun pouvoir. Quelle est l'activité de ces services? Donc moi, je demande une chose, c'est de créer des comités pour lutter pour la gestion des risques dans les hôpitaux et de faire rentrer ces commissions-là dans ces structures-là pour poser plus de puissance. Et puis, il faut donner le pouvoir à ces comités-là pour agir. Ce n'est pas pour agir, pour dire non, on refuse le travail, mais pour demander des correctifs, pour demander des rectificatifs. Et c'est ça le plus important. Autre chose plus importante aussi de ce comité-là, les événements existent et on voit comment la presse utilise ces événements-là. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas communiquer. La communication à l'écrit, c'est X et Y qui va donner des informations farfelues. Mais il faut savoir quand un événement grave arrive, on peut savoir, avec la manière avec laquelle on communique, avec la manière avec laquelle on donne les informations, d'essayer d'aplanir le coup et de ne pas recevoir la gifle en pleine figure. Justement, il y a tout un volet dans la gestion des crises, monsieur. Merci de votre remarque.
dans la gestion des crises, j'ai évoqué qu'il y a trois étapes importantes dans la gestion des risques. C'est la gestion préventive et la gestion curative. C'est-à-dire l'accident arrive, pas seulement un accident. Alors je voudrais juste aussi souligner que dans les risques, il n'y a pas que les risques liés à des erreurs médicaments ou donc aux soins. Hein. Donc par exemple dans les hôpitaux, dans les cliniques, d'ailleurs voilà, je travaille beaucoup sur ce sujet-là, tout ce qui relève des plans blancs, les plans de contingence. Exemple, il y a eu un flux donc, massif de patients ou de blessés, par des blessés malheureusement des victimes, donc dans ce qu'on appelle en fait des soins non programmés, il faut que l'hôpital ou la clinique soit déjà donc, préparé à ces situations qu'on appelle de contingence. Donc il y a un volet très important qui est la communication. La communication au sein des équipes et la communication avec notamment la société civile et avec l'environnement qui entoure l'hôpital, la clinique. Donc ça aussi c'est très important, notamment dans les situations de crise. Donc comment communiquer, qu'est-ce qu'il faut transmettre comme information, tout ça d'ailleurs c'est des cours, hein, donc ça s'apprend, c'est pas dans les ADN malheureusement, donc on apprend. Je pense qu'il y a un volet à développer dans la formation et l'apprentissage à propos de ce que vous venez d'évoquer, monsieur. Je vous remercie. Avant de lever la séance, je voudrais quand même vous présenter tous les membres de la SECUGRS. La secrétaire générale, Mme Barak-Messari, notre trésorière, Mme Nejel-Kamou, voilà. Et notre fondateur, Kérim Lahini, Simounier Daroud, pardon, Saïd Issa et Adalina Hamza. Comme l'amphi et maintenant Alain Jacquet, qu'on est en train de mettre en place la pause café, on va repasser le petit film de 5 minutes avant de partir en pause café. Pour ceux qui n'ont pas vu, déjà c'est dans la pause café.